Voilà, c'est mon grand départ, sans me retourner. Et je retrouve Arnaud en bas du parc impérial. C'est lui qui me filme sur les premiers mètres de ma descente. Et puis maintenant, j'arrive sur le bord de mer, où tous les copains sont là pour m'attendre, un peu incrédules, en voyant le poids de mon vélo et la surcharge avec laquelle je suis parti, évidemment. Ça laisse un peu sceptique tout le monde, et moi y compris. Ça fait rire un peu tout le monde se moque bien de moi. Mais c'est le jour J et je vais le faire, je vais partir pour le Cap Nord. Alors on part sans se retourner et advienne que pourra. Nous prenons la direction d'Antibes et là sur la route je me dis que à gauche la mer fait rêver, à droite les voitures cul à cul me font prendre conscience que j'ai bien de la chance de partir alors que tous ces gens-là qui travaillent sont bloqués dans les bouchons. On est parti donc dans la direction d'Antibes et on arrive à Golfe-Juan. À Golfe-Juan, le départ symbolique de mon voyage, à côté de la stèle du débarquement de Napoléon. Pour ça, deux raisons. Un peu historiques par rapport à Napoléon, mais surtout par rapport à la personne que je vais maintenant vous présenter et qui se trouve en face dans la brasserie de l'Escale. Mais je vais la laisser se présenter toute seule et elle vous expliquera ça bien mieux que moi. Salut. Ça va? C'est chaud, par on a traîné, on a fait du 5 de moyenne. Bonjour, je m'appelle Férélie, j'ai 38 ans, donc je suis la patronne de la brasserie L'Escale à Golfe-Juan. Voilà, passage obligé des cyclistes, donc on est sur l'Euroroute 8, donc qui part de l'Italie jusqu'en Espagne, donc voilà, d'une traite. Donc j'ai une grande terrasse, donc possibilité de poser les vélos un peu partout. Et vous avez le débarquement de Napoléon, on a la stèle juste en face et la route qui monte jusqu'à Paris. Voilà, l'emplacement donne sur le port, c'est très ensoleillé, il y a le banc des pêcheurs qui est juste à côté. Donc voilà, très bel établissement à l'occasion de vos repas. Merci. Voilà, on se trouve à la maison de David Alexandra Nils, exploratrice du début du XXe siècle, une femme fabuleuse. Voilà, ceci dit, j'admire encore cette femme-là, parce qu'elle a fait ce que je ne ferai jamais, c'est-à-dire qu'elle a été à Lhasa quand tout est interdit.
pour les étrangers et encore plus pour les femmes. Donc voilà, je vous montre son point de vue au niveau de la maison, son jardin. Voilà. Et là, je vais me rendre donc visiter le musée. Alexandra David Néel, 1868 à 1969, était une exploratrice, écrivaine et mystique belge-française. Elle est surtout connue pour ses voyages en Asie, en particulier en Inde, au Tibet et en Chine. Née en Belgique, Alexandra a commencé à voyager très jeune. Et sa frise que vous trouverez sans aucun souci sur Internet. Ce qui est exceptionnel chez cette femme-là, hormis d'être une exploratrice, elle a tout fait dans sa vie, elle a tout réussi. Donc elle était cantatrice, d'ailleurs vous allez le voir. Voilà. Elle a étudié l'opéra en Belgique, puis a travaillé comme cantatrice en Tunisie avant de voyager à travers l'Asie en tant que voyageuse solitaire. Et puis un jour, elle a épousé un gars qui s'appelait Nitz. On se demande même pourquoi, parce qu'après elle est partie. Et lui, il a payé tous les voyages. Il devait être sacrément amoureux de cette dame. Voilà. Monsieur Nitz, qui a épousé David Alexandra, et qui lui a payé tous ses voyages. C'est-à-dire qu'elle n'était pas souvent à la maison durant sa jeunesse. Et à Tunis quand elle a rencontré son mari. La dame avait du caractère. Petite anecdote. J'ai quand même fait 15 km de plus parce que je suis passé devant sans voir la villa. Et comme j'en avais marre à un moment donné de chercher, j'ai demandé à quelqu'un. Enfin, au départ, j'avais demandé à des collégiens qui sortaient de leur classe, qui ne connaissaient pas. Et j'étais à moins d'1 kilomètre du lieu. Donc comme le GPS lui avait tracé la route, et ben voilà. Je me suis fait 15 bornes de plus. Ceci dit, je ne regrette pas. Partir pour partir. Vient-elle de dire, c'est surtout pour aller voir ce qu'il y a lui plus loin. Et le Tibet. Toujours rêvé de rallier Nice à Lhasa en vélo. Bon, je le ferai pas, mais avec son fils adoptif. Mais c'est pas... Elle a ensuite voyagé au Tibet, où elle a étudié le bouddhisme tibétain et a rencontré le 13e Dalai Lama. Elle a également visité la ville sainte de Lhasa, où elle est restée pendant plus de 2 mois, ce qui était à l'époque interdit aux étrangers. Joli musée de la Dame. Kundum. Elle a rencontré quand même le bébé qui a arrêté de devenir le Dalai Lama. Une photo de la Dame au Tibet. Si vous ne la reconnaissez pas, je pense que c'est celle du milieu. Et c'est normal, parce qu'elle avait énormément maigri et elle ne s'était pas lavée depuis très longtemps. Non, franchement, si vous cherchez une inspiratrice, mesdames, une femme moderne, elle est là. Elle est là. Éminemment moderne. Elle est là. Voilà. En 1924, Alexandra a entrepris un voyage en Chine, où elle a étudié le taoïsme et la philosophie chinoise. Elle a également vécu dans une grotte dans les montagnes de Yunnan pendant plus de 2 ans, où elle a continué à étudier le bouddhisme et à pratiquer la méditation. Alexandra a écrit de nombreux livres sur ses voyages et ses études, dont « Voyage d'une Parisienne à Lhasa », qui a été publié en 1927 et est devenu un best-seller. Elle a également écrit sur le bouddhisme, le taoïsme et l'ésotérisme, et a traduit des textes bouddhistes tibétains en français.
Alexandra a vécu une vie incroyablement longue et a continué à voyager et à écrire jusqu'à sa mort à l'âge de 101 ans. Elle est considérée comme une pionnière de l'exploration et de la spiritualité en Occident, et ses écrits ont influencé de nombreux chercheurs et penseurs. Voilà, j'ai passé une petite heure au musée. Je suis régalé. Au final, j'ai trouvé ce que je voulais. Un peu d'inspiration pour continuer mon voyage. Celui-là, il m'a mis dans le rouge. Il m'a épuisé. Franchement, j'ai eu ma dose. 12 km. Voilà, il est là. Le fautif est là. Le fautif est là. Il m'a fait mal aux jambes et au moral. Aïe aïe aïe. Le dernier col est le plus dur, 15 km. Je sais pas les dénivelés, mais celui-là, heureusement que j'attaque de bon matin. Voilà. Les paysages sont splendides. Voilà. Bon, et bien à bientôt. Jean-Paul Olivier, dites-nous ce qui se passe. Eh bien Roland est en train de remonter comme une balle. Il est en ce moment même à 5 à l'heure dans le col du Chat. Et il est en train de remonter sur le meilleur jeune qui est juste devant, qui doit avoir 90 ans. Il y croit. Et on reprend au moment où il le double. Jean-Paul Olivier, dites-nous ce qui se passe. Nous voyons rien à l'écran. Roland met tout ce qu'il fait. Plutôt Roland met tout ce qu'il met. Enfin tout ce qui reste. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais il y croit. Il y croit. On est dans le col de la Chapelle au Chat. On est dans quelques secondes arrivé au plus haut. C'est pas sûr qu'il arrive à rentrer avant le faux plat et de la descente sur l'abbaye de Hautecombe. Mais il y croit. Il y croit. Gardez l'antenne, Jean-Paul Olivier, gardez l'antenne. C'est passionnant. Alors on y croit. Sauf que l'adversaire du jour ne va pas au même endroit. Et il met pied à terre. Car il est déçu malitalement de se faire reprendre par Roldan. Sauf que Roldan, lui, il prend à droite. Jean-Paul Olivier, donnez-nous des nouvelles de Roldan. Où est-il exactement? Il est toujours dans la montée. Il a bon espoir d'arriver dans les délais pour avoir sa place au camping. Jean-Paul Olivier, donnez-vous un peu des anecdotes sur Roldan. Eh bien, certains se sont amusés à l'appeler l'éléphant d'Hannibal, en référence avec le poids qu'il transporte sur son dos en traversant les Alpes. Oh,
C'est pas sympa, mais c'est tellement réaliste. Espérons que ça ne sera pas comme Hannibal, qui s'est pris une branlée au lac Trasimène. Roland pour arriver au camping du lac du Bourget pour se reposer pendant 2 jours. Voilà. Suite au dernier épisode. Je vais vous montrer quelque chose, si j'y arrive, d'extraordinaire. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Il y a du monde, je ne sais pas pourquoi. Alors, acte 1, scène 1, acte manqué. Ce que vous voyez derrière moi là-bas au fond, c'est l'abbaye de Hautecombe. Initialement, je voulais vous la faire visiter. Acte manqué, elle est fermée. Quand l'abruti ne sait pas lire, l'abruti arrive devant la porte, elle est fermée. Donc, je vais quand même vous en parler, je vais vous faire un petit résumé. Je l'avais déjà visité il y a 15 jours, ou un mois plutôt, pour le mariage de mon fils. Il ne s'est pas marié là quand même, ne rêvons pas, quoique ça aurait pu. C'est la nécropole de la maison de Savoie, donc j'espère retrouver quelques images que j'avais faites à cette occasion-là pour vous les mettre. Voilà, ceci dit, j'ai la chance qu'il fait une belle journée après un temps de merde, et un dimanche sous la pluie. Voilà, donc on va se satisfaire de ça. L'abbaye de Hautecombe est une abbaye cistercienne située sur les rives du lac du Bourget, en Savoie, en France. Elle a une histoire riche et complexe qui remonte à plus de 900 ans. L'abbaye a été fondée en 1125 par Amédée III, comte de Savoie, et fut le lieu de sépulture des comtes et ducs de Savoie pendant des siècles. Au fil des siècles, l'abbaye a été agrandie et embellie, devenant un haut lieu de l'art et de l'architecture cistercienne. En 1779, l'abbaye a été abandonnée à la suite de la suppression de l'ordre des cisterciens en France. En 1824, le roi Charles-Félix de Sardaigne a décidé de restaurer l'abbaye et de la transformer en nécropole pour la maison de Savoie. Les travaux de restauration ont été menés par l'architecte Ernest Mélano, qui a redonné à l'abbaye son aspect d'origine. Les tombes des comtes et ducs de Savoie ont été transférées à Hautecombe et l'abbaye est devenue un lieu de pèlerinage important. En 1922, l'abbaye a été donnée à l'ordre cistercien de la stricte observance, qui a poursuivi les travaux de restauration et a établi une communauté monastique à Hautecombe. Aujourd'hui, l'abbaye de Hautecombe est toujours un lieu de pèlerinage et de recueillement pour les croyants, ainsi qu'un lieu de visite pour les touristes. Les visiteurs peuvent admirer les magnifiques fresques et sculptures de l'abbaye, ainsi que les tombes des membres de la maison de Savoie, y compris celle de Charles-Albert de Sardaigne, roi de Sardaigne et duc de Savoie. La maison de Savoie est une dynastie européenne qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'Italie et de la France. Elle a été fondée au XIe siècle par Umberto Biancamano, un seigneur féodal qui a acquis des territoires dans les Alpes occidentales, près de la frontière franco-italienne. Les Savoies ont continué à étendre leur territoire au cours des siècles suivants, consolidant leur domination sur le Piémont et la Savoie. En 1720, la maison de Savoie a acquis la Sardaigne et en 1861, elle est devenue la dynastie royale de l'Italie après l'unification du pays. Au cours de leur histoire, les Savoies ont joué un rôle important dans la politique européenne, participant à de nombreuses guerres et alliances. L'un des membres les plus célèbres de la famille est Victor Emmanuel II, roi de Sardaigne puis roi d'Italie, qui a dirigé le pays lors de son unification. La maison de Savoie a également joué un rôle important dans l'histoire de la France,
avec plusieurs membres de la famille qui ont été mariés à des membres de la famille royale française. La fille de Victor Emmanuel II, Marie-Joséphine Louise, a épousé le prince Louis d'Orléans, futur roi Louis-Philippe Ier, tandis que la sœur de ce dernier, Adélaïde, a épousé le duc de Savoie, futur roi de Sardaigne. Au XIXe siècle, la maison de Savoie a joué un rôle important dans la formation de l'État italien moderne. Le roi Victor Emmanuel II de Savoie a été proclamé roi d'Italie en 1861 et la famille a régné sur le pays jusqu'en 1946, lorsque l'Italie est devenue une république après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la maison de Savoie a été forcée à l'exil, mais elle a conservé une présence importante en Italie et en Europe. En 2003, Emmanuel Philibert de Savoie, le petit-fils du dernier roi d'Italie, Umberto II, a épousé l'actrice française Clotilde Courreau. Depuis lors, le couple a participé à des événements royaux et a continué à être impliqué dans des causes philanthropiques. Aujourd'hui, la maison de Savoie n'a plus de pouvoir politique, mais elle est toujours une famille royale reconnue en Europe. La famille se consacre à des activités caritatives et culturelles, ainsi qu'à la préservation de son patrimoine historique. Clotilde Courreau continue de jouer dans des films et des émissions de télévision, tout en étant engagée dans des causes sociales et humanitaires. Enfin, il est intéressant de noter que la maison de Savoie est également liée à l'histoire de l'Église catholique, avec plusieurs membres de la famille qui sont devenus papes au cours de l'histoire, notamment Félix V et Pie VII. Je vais allumer mon feu. Et après, on va mettre en route la meute. Je vais vous expliquer tout ce qu'on fait et on va goûter. D'accord? On va encore la noisette là. Alors, on est parti. On va se starter. Là, je vais avoir des cerneaux de noix. Ces cerneaux, je vais les écraser pour les rendre à l'état de miettes et pour ça. Normalement, je dis qu'il fait 400 kg pour la servir à faire rouler. On va le faire rouler sur la noix. On va travailler tout seul. Vous voyez, le cerveau là, ça vient de Grenoble. D'accord? Là, je mets en haut, les courroies, mais tout qui tourne à l'étage. Et le but, c'est de faire tourner la meule grâce à cette courroie qui est redentée, mais à dents en bois. Je vais l'aider un peu. Et voilà. Moi, j'ai déjà fait mon écrasé. Je vais arrêter la presse, la meule, pardon. Je vais récupérer mon écrasé et le déposer ici, dans le bain-marie. Là, imaginez bien, ils ont pas une pâte émiettée. Ça va être leur deuxième outil du moulin, pareil, tout moi qui attend ça. Et on va comme ça, par une grosse cuillère, on va remuer la pâte. Donc on va l'aérer et en même temps la chauffer. Du coup, vous allez avoir de la vapeur qui va sortir. Cette vapeur, c'est l'eau qui était dans la noix ou dans la noisette.
Je veux simplement vous montrer l'endroit où j'ai monté le film. En fait, je suis sous un appentis du camping. Je viens de le terminer. Il est un peu plus de 21h30. Je suis exténué. C'est le bordel. Je me fais bouffer par les moustiques. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Pas facile la vie de nomade. Je vous adresse mes plus sincères remerciements pour avoir visionné cette vidéo jusqu'à sa conclusion. Votre engagement et votre soutien sont des témoignages inestimables de votre bienveillance, et je suis honoré d'avoir eu l'opportunité de partager mes réflexions avec vous. Puissiez-vous continuer à prospérer dans vos quêtes intellectuelles, tout comme l'illustre figure humaniste Erasmus, dont la pensée nous guide encore aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications. Encore une fois, merci infiniment.